Bonjour à tous. Alors il paraît que j'ai pas besoin d'attendre un go officiel pour me lancer, donc je vais me lancer comme ça. Vous m'entendez bien? Ouais? Ok. Euh, donc j'ai jusqu'à 11h30 pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le bonheur au travail. Je m'appelle Alexis Godet, j'ai 38 ans, je suis directeur général d'une boîte qui s'appelle Buzzaka. Pour faire simple, on est une agence web, on fait des sites internet et on fait partie d'un groupe qui s'appelle Faber Novel, qui est un groupe d'innovation et de digital. J'ai essayé de faire des slides un peu divertissantes. Je voulais vous raconter un peu comment j'ai grandi et comment, depuis 15 ans, je travaille dans le secteur IT. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Et en tout cas, l'image que je me faisais du monde du travail à l'époque, c'était un peu celle-là. C'est une vie de bureau à l'ancienne, du patriarcat. Les anciens donnent des ordres aux plus jeunes. C'est très sérieux, très codé. Et je me faisais pas une image pour moi, c'était pas ça le bonheur au travail. Moi, à cette même période, j'étais gamin, j'étais scout. Je faisais des activités de plein air, etc. Et je découvrais, qui est pour moi un premier thème important dans ce qui fait le bonheur, notamment au travail, qui est la notion d'aventure, d'enthousiasme. Pour ceux qui ont été scouts ou toute activité d'enfants collective, en fait, on est organisé par petites équipes, autogérées, un peu comme le Scrum. Il n'y a pas vraiment de chef. C'est une équipe qui est complète. Il y a le cuistot, il y a le trésorier, il y a le gestionnaire, il y a le mec qui va chercher le bois, celui qui fait la vaisselle. Et c'est assez proche du Scrum, en fait, parce qu'on se rend compte qu'une bande de 6 gamins complète peut aller relever des défis, a l'impression d'aller bouger des montagnes. Et cette notion d'aventure, je trouve qu'elle est assez importante. Bon, en même temps, j'ai appris une autre notion qui est l'excellence. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, le MO5, mais j'ai fait mes premières lignes de code, ça doit être en 86. Et j'ai découvert qu'en fait, le code, ce que j'adore dans le code, c'est le côté où ça marche ou ça ne marche pas, quoi. C'est pas comme beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des sciences molles. Maintenant, je fais plus du commerce, du développement commercial. Quand on envoie une proposition commerciale, ça ne marche pas à chaque fois. Le code, il y a quand même la satisfaction en fin de journée de se dire « cool, ça marche ». Bon, après, il y a du bon code, du mauvais code, on peut en parler. Mais le côté excellence du code, moi, c'est quelque chose qui m'a plu. Moi, j'ai codé un premier jeu, c'était un jeu de voiture. On était sur l'autoroute à contresens. Voilà, bon. Déjà un peu pervers à l'époque. Après, donc moi, j'ai fait un parcours de prépa, école ingénieur. Et pendant qu'on était en prépa et en école d'ingé, j'ai eu pas mal de camarades qui se sont fait débaucher par les startups. Donc ces années 97 jusqu'à 2000. J'ai eu pas mal de potes qui n'ont même pas fini leur parcours universitaire. Ils ont eu des ponts d'or pour rejoindre des startups, pour coder. Voilà. Donc c'est la grande période d'avant l'explosion de la bulle. C'est le funky business, les levées de fonds hallucinantes sur la base de 3 slides. Voilà pour ceux qui ont connu ça. Et je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je vous recommande un bouquin que j'ai lu, il est sorti en 2001, je crois. Comment j'ai foiré ma startup. C'est une petite histoire romancée d'un start-upper de l'époque. C'est assez drôle. Et donc, contre ça, moi, une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis allé faire ce genre de choses. Donc, on n'est plus dans le flamboyant. J'ai mis en place du SAP. J'étais chez PricewaterhouseCoopers. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et alors, côté positif, donc j'ai appris un mot qui à mon avis, est source d'inspiration, enfin de bonheur au travail, c'est la notion de responsabilité. Rapidement, quand vous êtes dans le conseil, dans beaucoup de boîtes IT, malgré votre jeune âge, j'ai envie de dire, on vous donne des responsabilités assez hallucinantes. Moi, je me suis retrouvé à paramétrer la supply chain d'un fabricant de tuiles en terre cuite. Voilà, bon, on a chacun notre parcours. Voilà, mais en tout cas, j'ai appris le goût de la rigueur, quoi. C'est-à-dire que dans les grands cabinets américains et dans pas mal de boîtes IT, le fait qu'il y a une culture geek de code fait que les méthodes généralement sont assez rigoureuses et on apprend vraiment à la fois à être productif et à suivre des process de production qui sont très intéressants. Donc la notion de méthode. Bon, en revanche, j'ai appris un autre truc, c'est que à cette époque-là, donc là on est entre 2000 et 2005, la notion du X dans le B2B, c'est, je vous laisse juger, quoi. Voilà. Donc ça c'est l'UX de SAP.
mais c'est hyper responsabilisant. Voilà. Donc, pour moi, c'est un témoignage, en fait, c'est presque une discussion, c'est complètement personnel. Je ne vais pas vous dire j'ai lu 1 million de bouquins, vous faire un cours didactique, parce que ce n'est pas du tout l'objet. C'est vraiment un partage de retour d'expérience. Pour moi, le bonheur au travail, c'est lié à ces 3 mots-clés, donc l'aventure, l'excellence et la responsabilité. Je sais pas, on pourra peut-être faire, parce que ma présentation est assez courte, faire quelques questions-réponses. Moi, je trouve que quand il y a ces 3 composantes, bah, généralement, il y a de bonnes chances que les gens soient heureux, quoi. Aujourd'hui, je dirige une boîte où on est 25 et j'essaye vraiment de mettre ça en place. Alors, je vais vous expliquer la suite de mon parcours. Alors, en 2006, donc vous avez compris, hein, je reprends l'histoire, je faisais ça en 2005. Donc, aventure, excellence, responsabilité. Puis je me dis, tiens, je vais lancer ma start-up pour vraiment pouvoir avoir encore plus de responsabilité, d'excellence et d'aventure. Je lance un site qui s'appelle La Cartoonerie, qui est un site de création de dessins animés. Donc, avec 2 associés, on se dit qu'on va révolutionner la manière dont on peut créer un dessin animé. Donc, c'est la grande époque où Flash se dote d'ActionScript. Donc, on est capable, à travers le logiciel Flash, on se lance dans la création d'un moteur 3D qui permet à tout à chacun sur Internet de créer son propre dessin animé, son propre personnage en 3D, etc. Donc, au début, on se dit qu'on a pour 3-4 jours à coder. On a mis 3 ans. On a levé des fonds, on a fait des promesses à des investisseurs, on ne les a pas toutes tenues, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle. Mais en gros, on s'est éclaté. On s'est éclaté de 2006 à 2009. En gros, ce qu'on n'a pas du tout anticipé, c'est le fait que les réseaux sociaux allaient plutôt... Enfin, qu'on était trop petits et pas assez outillés pour créer notre propre réseau social, notre cible étant les préadolescents. On n'a pas vu Facebook évidemment arriver, monter en puissance, on n'a pas vu YouTube, on n'a pas vu l'iPhone. En fait, on n'a pas vu grand-chose parce qu'on regardait surtout ce qu'on était en train de faire. Et voilà. Donc on arrive en 2009 et en 2009, sans le savoir, donc j'anticipe ce qui est devenu le Lean Startup, mais on se dit il faut pivoter, quoi. Faut pivoter parce qu'en gros, on ne gagne pas d'argent, enfin très peu. Et les investisseurs s'impatientent. Et du coup, on se dit, bah, on change de business model, on garde la même équipe parce qu'on s'éclatait. C'était une vraie aventure humaine. Il y avait une vraie volonté de faire de l'excellence. Mais en gros, il manquait les sources de revenus, quoi. Donc là, je vous illustre ça. Enfin, j'imagine, c'est un grand classique, le bouquin d'Eric Ries sur Lean Startup. Donc en gros, pour faire le cycle, en commençant par Build, on avait construit la cartoonerie. On avait ce produit qui était la cartoonerie, mais qui n'était pas adapté au marché puisque les revenus n'étaient pas au rendez-vous. On a mesuré, c'était simple, c'était ma comptable qui me disait voilà, tes KPI ne sont pas au niveau, donc la mesure était simple, la data comptable montrait qu'on n'avait pas de revenus. Et donc on a appris que ce qui nous rendait heureux dans cette équipe, on était une dizaine de personnes, il y avait des designers, des codeurs, des marketeurs, etc. On a appris qu'on voulait continuer l'aventure et on a pivoté d'un modèle B2C, donc la cartoonerie, le réseau social, le dessin animé, en agence web qui est maintenant Buzzaka. Voilà. Donc on a gardé les meilleures composantes de ce qui nous rendait heureux pour continuer à travailler ensemble sur toute autre chose. Donc on a commencé à travailler pour des musées, pour des centres, la Cité des Sciences qui était notre premier client. On a commencé à faire des sites internet pour la Cité des Sciences, parce qu'on avait des belles références. La cartoonerie avait quand même 300 000 visiteurs uniques. Le site existe toujours d'ailleurs, on l'a cédé à une fondation. Et on a toujours 200-300 000 visiteurs uniques. Il y a plus de 600 000 membres inscrits. Voilà. Mais c'est un projet un peu caritatif, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de business model derrière. Alors on arrive sur le marché du web, des agences web, et on se rend compte que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de bonheur dans ce marché. Il y a beaucoup de souffrance. C'est un marché qui est considéré comme une commodité. On a tous un petit neveu de 12 ans qui bricole du WordPress. Nos clients estiment que le critère numéro 1 de choix d'un prestataire pour faire un site internet, c'est le prix. Quel que soit, donc les clients ont rarement, en tout cas nos clients à l'époque, n'avaient pas vraiment de notion de design, d'UX, de parcours utilisateur, de performance. Ils considéraient qu'ils voulaient de l'exécution pas chère. Voilà. Donc on était en concurrence avec des freelances, avec des boîtes qui offshore en Ukraine. Et là, je peux vous dire que le bonheur est un peu tombé en flèche. Donc de 2009 à 2012, on s'est rendu compte qu'on ne prenait plus beaucoup de plaisir, quoi. Donc c'était la même époque, la même équipe, pardon,
que la startup d'avant, sauf que là, on se retrouve dans... C'est pas les photos de mes locaux, hein, mais c'est un centre d'appel, c'est juste une image pour illustrer la manière dont on perçoit le web à cette époque-là. Donc en gros, c'est de l'exécution, de la commodité. Et du coup, en 2013, on a rejoint le groupe Faber Novel. Donc, concrètement, ils ont pris une participation majoritaire dans la société Buzz.aka. Quelqu'un connaît Faber Novel? Ouais, merci, c'est gentil. Faber Novel, on est 150, on est à Paris et à San Francisco, et on fait du conseil et de la mise en œuvre en digital et en innovation, voilà, en gros. Et aujourd'hui, Buzz.aka, on a complètement repositionné, on fait le même métier, mais complètement différemment, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à remettre du bonheur, et je vais vous dire comment, et via l'agilité, évidemment. Aujourd'hui, on se définit, alors j'ai dit agence web, c'est pour faire simple, mais en gros, on se définit comme une société de services en design et en technologie Internet. Et notre proposition de valeur, c'est de réaliser en un temps record des produits Internet à fort impact business. Donc on fait des sites Internet, hein, encore une fois, ça n'a pas changé. Seulement, on le fait différemment, on le fait beaucoup plus vite. Et on s'intéresse beaucoup à la finalité de ce qu'on fait, plus qu'à un cahier des charges ou à des fonctionnalités exprimées par le client. Donc en gros, et c'est marrant parce que depuis un an, on s'est dit... on est officiellement de nouveau une start-up. C'est-à-dire qu'on a considéré que l'époque start-up de mon équipe, c'était la cartoonerie dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'à partir du moment où on avait pivoté en société de service, on s'était dit, bah là, c'est bon, on est une boîte mature, c'est fini, on n'est plus start-up. C'était presque péjoratif de dire start-up. Et depuis un an, on reprend du plaisir à dire, bah, ouais, on est une start-up, et probablement on sera toujours une start-up. L'approche de Buzz.aka, pour vous expliquer un peu ce que c'est un business model assez original, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'un client nous envoie un cahier des charges pour faire un site internet, et ben on fait son backlog et on dédie une équipe. On dit que cette équipe devrait pouvoir faire ce backlog en un nombre d'itérations, alors soit une semaine, soit 2 semaines, selon la taille du projet. Voilà. Et donc le client achète, on lui fait une mise à disposition d'équipe agile, avec un coach agile, à mi-temps généralement, et c'est une équipe qui est complète. Il y a du design et du code. Et évidemment, dans le design, il y a de l'UX, de la créa, etc. Et dans le code, il y a du front et du back. Mais en gros, c'est une équipe autogérée, Scrum, dédiée au projet de nos clients. Pour faire très simple, on considère que chaque projet de nos clients est une start-up. Voilà. Et c'est un discours que les clients aiment bien. Enfin, certains clients en tout cas. Ceux qui veulent aller vite, ceux qui veulent impacter leur business. Bon, je me suis permis de mettre la référence au Scrum Guide qui est devenu notre pilier depuis un an, on est vraiment là-dedans. Donc aujourd'hui, on a 4 équipes Scrum à temps plein. Donc c'est il y a un petit côté entre guillemets spectaculaire. C'est-à-dire chez Buzz.aka, il y a 4 pièces. Sur chaque pièce, il y a le logo du client et dedans, il y a des équipes à temps plein. Et les clients viennent vivre en tant que product owner leur expérience agile. Voilà. Alors évidemment, depuis un an, on galère un peu sur comment convertir les clients à l'agilité. Enfin, on galère, en tout cas, c'est un challenge. Parce qu'ils ont évidemment envie, en fin de projet, de ressortir leur cahier des charges en checkant ça c'est fait, ça c'est pas fait. Donc on a mis en place une vraie méthode de cadrage en amont des sprints et puis de coaching. Mais en tout cas, le discours, la manière dont on s'y prend, et ça marche assez bien, c'est d'objectiver le projet. Le client nous envoie un cahier des charges comme ça. Et je ne sais pas si vous faites le même constat, mais plus un cahier des charges est gros, plus le donneur d'ordre a peur en fait. Pour moi, c'est vraiment un thermomètre de peur. C'est un gros cahier des charges, c'est le mec, il a super peur, on va galérer à le rassurer. Et comment on rassure les clients? Nous, c'est en parlant de leur business. On leur dit, donne-nous 3 critères, 3 KPI, sur lesquels on va juger 6 mois après le lancement du nouveau produit, donc mesurable, etc. Et si on atteint les objectifs, on boit du champagne ensemble. C'est le seul et unique objectif. Le reste, le moyen, le chemin, c'est mes designers et mes codeurs, parce que c'est notre métier. Voilà. Et donc, toi, client, on te demande de connaître ton business et de nous fixer un challenge sur 3 KPI. Et généralement, une fois qu'il rentre dans ce jeu-là, il oublie le cahier des charges parce qu'il se rend compte que, effectivement, son cahier des charges, c'est un moyen pour atteindre des objectifs business. Alors, je reviens à mes trois mots-clés de tout à l'heure. Donc le premier, c'est l'aventure. Bah, effectivement, depuis qu'on a mis en place de l'agilité un peu radicale, du Scrum un peu orthodoxe chez Buzz.aka, on a retrouvé le goût de l'aventure.
Pourquoi? Parce qu'avant, un peu comme le centre d'appel tout à l'heure, chacun était avec son Walkman, avec le logiciel de gestion de projet, puis on lui disait bah, tu fais une maquette pour tel client le matin, tu fais autre chose pour un autre client l'après-midi, etc. C'était des silos, c'était pas très intéressant. Aujourd'hui, chez Bezaka, vous avez des équipes plein temps dans des pièces pour un client donné pendant 4, 5, 6, plus de semaines. Et du coup, il y a un vrai travail d'équipe. Et un peu comme ce qu'on faisait avec les spaghettis tout à l'heure, il y a des leaders, il y a des gens qui sont plutôt des suiveurs, mais qui vont regarder, prendre du recul, donner des idées, etc. Et le fait que ces équipes soient à temps plein pour un client fait que tout à coup, ils se réinvestissent dans le projet. Beaucoup plus qu'avant où ils étaient vraiment séparés les uns des autres. Il y a un côté aventure en plus parce que finalement, moi je le dis haut et fort, faire un site web, c'est loin d'être chiant, quoi. Alors, évidemment, le web, faire un site web, ça a 20 ans, quoi. Je veux dire, les sites web, ça fait très longtemps qu'on en parle. On pourrait se dire, bah, c'est bon, c'est du déjà vu. On a la tentation de revenir vers la commodité. Or non, il y a de plus en plus de navigateurs, il y a de plus en plus de résolutions. Nous, on fait des gros portails pour des musées. On a travaillé pour la Philharmonie. Il y a plein d'applications, plein de personas, plein de parcours. C'est excessivement complexe. Et donc, autant affronter cette complexité et en faire une aventure. Prioriser des usages pour un site tel que celui de la Philharmonie de Paris, c'est absolument passionnant. Alors, évidemment, le but d'une salle de concert comme la Philharmonie, c'est de remplir, vendre des billets, mais il y a tout autre chose. Il y a un discours de pédagogie, c'est un organisme public, il y a des cours pour les enfants, il y a beaucoup de choses. Voilà. Et puis, évidemment, il y a la vie du Scrum avec des cérémoniaux. Il y a le Scrum Planning, la rétro, la review le vendredi. Les clients viennent tous les vendredis à 14h chez Bezaka et chaque équipe vient les accueillir à la porte. Et c'est des vrais moments d'aventure, quoi. Les clients ressentent une espèce de frisson comme ça, de pouvoir parler à leur équipe en direct. Donc on a retrouvé l'aventure. On a retrouvé également l'excellence. Pardon. On a retrouvé l'excellence chez Bezaka parce que le Scrum nous a apporté le fait qu'on se focalise sur l'atteinte du meilleur produit possible. C'est-à-dire qu'avant, on faisait tout pour respecter le cahier des charges sans vraiment l'intellectualiser. C'est-à-dire qu'on ne challengeait pas forcément le client. Et aujourd'hui, l'équipe, elle a enfin le moyen, via le Scrum, de parler à son client. Je ne l'ai pas dit, mais le client, du coup, est product owner chez nous. On l'accélère pour qu'il devienne product owner. Et du coup, les designers, les codeurs ont vraiment les moyens de défendre leur point de vue et de faire le meilleur produit possible. Il y a la notion de vélocité qui encourage également l'excellence parce qu'on n'a pas le temps comme des projets qui pourraient durer 6 mois pour faire un site. Il y a la notion de chaque vendredi, on fait une démo à nos clients et du coup, on ne s'encombre pas avec le superflu. On a plutôt envie de convaincre le client qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas faire juste parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, on a mis un peu de Lean Startup, comme je vous disais tout à l'heure, dans notre approche. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique d'amélioration continue. Par exemple, et on pourra échanger là-dessus si ça vous intéresse, pendant 6 mois, on s'est dit que le client, qu'on fournissait au client un product owner proxy, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, c'est une espèce de product owner délégué chez Bezaka qu'on met à disposition du client qui reste le vrai product owner. Et en fait, ça déresponsabilisait complètement le client, qui oubliait le proxy, qui disait « Ok, le backlog, je m'en fous, j'ai quelqu'un chez Bezaka qui va animer complètement le projet. » Et d'ailleurs, le client retrouvait des réflexes de gestion de projet, puis considérait qu'il y avait un chef de projet. Et il lui demandait de faire les slides et de la PMO, etc. Et puis on retombait dans tous les travers du cycle en V, quoi. Donc maintenant, on a dit c'est un coach agile. Ça fait 3 mois qu'on se dit c'est un coach agile. Alors rien à voir avec la notion de coaching qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est de très haut niveau. Nous, c'est un coaching d'agence sur le terrain. C'est en gros aider le client à faire son backlog, lui faire comprendre que s'il ne s'intéresse pas à son backlog, c'est qu'il ne s'intéresse pas à son produit et que donc ça va finir en usine à gaz ou ça va finir par faire pchit et on ne peut pas être associé à des projets qui font pchit. Et puis, il y a une constante redéfinition chez nous avec les nouveaux standards, les nouveaux frameworks front. On s'intéresse en permanence à l'optimisation de notre chaîne de production. Pendant longtemps, on avait des UX designers qui faisaient que du wireframe. On s'est rendu compte que juste, ça ne servait à rien. Voilà. Donc aujourd'hui, on demande plutôt aux designers de faire de l'UX plus de la créa, de se former, d'être multitalent. Et ça, c'est vraiment une approche, notamment Scrum, quoi, qui encourage les équipes à être porteuses de toutes les compétences.
Donc on a retrouvé aventure, on a retrouvé excellence et on a retrouvé également la responsabilité. En fait, la responsabilité, elle vient dans l'équipe et chez le client. Dans l'équipe, parce que l'équipe est autogérée, donc il n'y a pas de directeur de clientèle chez Bezaka, il n'y a pas de chef de projet, il y a juste ce que je vous ai dit, il y a des designers, des codeurs, des coachs, point, c'est tout. Et les équipes parlent à leurs clients, donc elles gèrent leurs conflits elles-mêmes, elles vendent les sprints supplémentaires elles-mêmes, elles se débrouillent en fait. Voilà. Presque tout le temps. Et le Scrum, ça apporte également, je l'ai dit, mais le fait de parler à un client. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a fait marrer. On travaille pour un client dont je ne vais pas vous donner le nom, mais un client institutionnel assez important, qui est en train de se faire un peu ubériser, un client un peu à l'ancienne. Voilà. Et du coup, il est très volontaire, ce client, pour tester le Scrum. Ils viennent vibrer vraiment une expérience start-up chez Bezaka, parce qu'on est capable d'aller vite. Et eux, ils ont vraiment envie d'aller vite, parce qu'ils ont peur de la concurrence du marché. Et notre cliente, c'est une dame très chic, etc., et qui adore son développeur. Alors, c'est pas son développeur, mais elle l'appelle son développeur. Et je les vois se faire des réunions, se faire un peu des pince-fesses. Ils s'adorent, ils se voient 3 fois par semaine pour débugger le site. Et alors qu'elle, c'est pas du tout son métier, elle n'est pas du tout geek. Mais elle est même venue avec une boîte de chocolat pour son développeur. Et voilà. Donc, mais qui aurait parié, moi-même, j'aurais pas parié sur le fait que ce développeur en particulier avait des dons de mettre à l'aise une cliente qui a une certaine position, qui est très haut placée chez ce client. Voilà. Et il s'en sort très très bien, voire bien mieux qu'un directeur clientèle. Voilà. Et pourquoi ? C'est parce que, un, il a un très bon relationnel, et deux, parce que c'est un excellent développeur. Et que du coup, la manière dont il va parler à sa cliente, c'est éminemment pertinent. Alors que quand on met des intermédiaires, on sent toujours qu'il y a une petite relation commerciale où le client se dit ouais, il m'embrouille un peu, etc. Là, le codeur, il dit juste, il montre les écrans et ça marche ou ça marche pas. On retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'excellence. Et donc, évidemment, nos clients adorent ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils parlent directement à leurs experts. Ils adorent apprendre deux, trois mots-clés qui peuvent ressortir dans leur dîner en ville. Ils apprennent ce que c'est que l'UX, ils apprennent ce que c'est qu'un framework, ce que c'est qu'un product owner, ce que c'est que le Scrub. Alors on dit que c'est Scrum, c'est pas Scrub. Voilà, on leur apprend des choses comme ça. Et puis c'est à la mode en fait de pouvoir dire qu'on est pour nos clients, c'est à la mode pour eux et c'est bien pour eux de pouvoir justifier auprès de leur management qu'ils sont en train d'accélérer, de digitaliser. Et nous, on est vraiment leur cheville ouvrière. Ce qui est pas mal avec le Scrum dans une relation de client-fournisseur, comme on l'a, nous, c'est que le transfert de compétences se fait au fur et à mesure des cérémoniaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la fameuse phase à la fin, après la recette, où on fait une doc comme ça, puis on l'envoie au client par transporteur, et puis il se tape plein de trucs, machin. Et non, nous on dit, tu viens, et au fur et à mesure des cérémoniaux Scrum, qui sont la revue de sprint, qui sont essentiellement la revue de sprint d'ailleurs, il va nous dire, tiens, mais c'est... Parce que ce que je ne lui ai pas dit, c'est qu'à la revue de sprint, c'est le client qui fait sa démo, en fait, puisque c'est son produit. On lui donne un écran, une souris et un clavier, et c'est lui qui navigue. Et du coup, on voit d'emblée là où il est bloqué, et dès le premier vendredi, dès la première revue de sprint, on voit là où il est bloqué. Du coup, on va faire une petite doc si on ne peut pas améliorer l'interface. Voilà, donc le transfert de compétences se fait vraiment en continu. Et enfin, il y a une vraie acculturation agilité. Il y a des clients qui nous prennent juste parce qu'on est agile. Et parce qu'ils vont profiter de ce projet pour dire on a fait de l'agilité, on a un product owner qui va essaimer en interne, qui va dire voilà, chez Bezaka, j'ai vécu ça. On a même des clients qui prennent des photos des revues de sprint pour diffuser sur leur intranet après. Et l'approche par petits pas, c'est quelque chose qui rassure beaucoup. Alors au début, ils ont vraiment peur, nos clients, parce qu'ils se disent dans quoi on s'engage, on n'a pas fait de conception, ça va beaucoup trop vite. Et dès la première revue de sprint, ils hallucinent de ce que peut faire une équipe de 3-4 personnes en une semaine. Quand je vois ce qu'on a fait en 18 minutes avec des spaghettis, 4 personnes en une semaine, on fait évidemment quelque chose de très significatif. Et le client, il est stupéfait dès le premier sprint. Et enfin, dans cette acculturation, il y a cette notion de... Je trouve que c'est un mot-clé qui est hyper important, c'est la transparence. C'est-à-dire que nous, on dit nos faiblesses aux clients. Voilà, on dit,
on a perdu 2 jours sur une API qui ne marche pas. Vous nous aviez dit qu'elle marcherait, elle ne marche pas, on a perdu 2 jours. Et là, le client, il a la tentation de dire, bah, du coup, c'est pas facturé, machin. Il dit, bah non, non, si, on a travaillé. Nos mecs, ils sont de très bon niveau. Personne n'aurait pu faire mieux. Donc, évidemment, ça fait partie de la prestation. Et en revanche, on va essayer d'accélérer parce que notre objectif, c'est de boire du champagne avec vous 6 mois après le lancement du nouveau sprint. Et on trouve que la notion de transparence, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans le Scrum et qui manque un peu, notamment dans la relation client-fournisseur. Voilà, j'en ai fini, je récapitule. Pour moi, le bonheur au travail, le Scrum peut vraiment apporter du bonheur au travail, je trouve, à la fois vis-à-vis de nos clients, à la fois en interne. Nous, il y a eu un changement radical. De plus en plus, on a des gens qui sourient chez Bezaka. On a des retours spontanés de nos clients qui tweetent, qui prennent des photos de nos ateliers, qui nous disent spontanément qu'ils adorent la méthode, il y a vraiment un avant et un après. Et voilà. Donc pour moi, les 3 mots-clés, si je dois synthétiser, c'est l'aventure, c'est l'excellence. Hop. Et la responsabilisation. Je lisais un article ce matin dans le journal du net, pour finir sur ce dernier point, sur que c'est comment on va vieillir dans le... C'était quoi le titre ? Comment vieillissent les managers dans le secteur IT ? En gros, après 40 ans, on est mort. Voilà, moi, il me reste 2 ans. Et je pense que évidemment c'est important. Enfin, il y a une génération qui va vieillir, qui va rester dans l'IT parce que c'est un secteur qui est extraordinaire et puis il y a tout à construire. En revanche, effectivement, les talents, ils sont dès la sortie d'école, voire avant, quoi. Dès 20 ans, on peut être quelqu'un d'absolument excellent dans une équipe, notamment Scrum. Et en revanche, il y a évidemment de la seniorisation des équipes à inventer, mais je pense que c'est quelque chose qui se fera naturellement et notamment l'agilité le permettra. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Je vais vous donner... Et du coup, je ne pourrais plus parler. Je reste à côté de vous. Vous avez dit qu'il n'y avait plus besoin d'avoir des personnes qui faisaient des wireframes et que vous passiez directement à la partie, je ne sais pas, peut-être design, interaction très très rapidement. C'est-à-dire que dès que l'idée elle est là, vous commencez directement à la concrétiser sans pour autant ni sketcher, ni faire des petits crobards, ni rien du tout. Parce que ça, c'est, même en Scrum, là encore, ou en agilité, on continue un petit peu à le faire. Donc, comment vous gérez ça? Merci. C'est une très bonne question. Alors, en fait, il n'y a pas de réponse. Je remonte sur mon estrade. Il n'y a pas de cas unique par rapport à nos clients. Il y a, selon le niveau de maturité de nos clients, on a des réponses qui sont différentes. Généralement, on fait une page d'accueil. Ça, c'est sûr. On commence par maqueter une page d'accueil. On ne fait pas de wireframe parce qu'on pense qu'on peut directement. Puis les clients, généralement, ils réagissent mal parce qu'ils ne voient pas les couleurs, ils ne voient pas les bons contenus. Donc, on essaye de projeter directement le client avant le commencement des phases de sprint sur une page d'accueil parce qu'on sait que le grand patron, et généralement même la femme du grand patron, va vouloir valider la page d'accueil. Donc ça, on le fait. On sait que ça marche comme ça. Après, on livre ce qu'on appelle un style guide qui donne vraiment. On a une conviction sur l'atomic design, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une bible graphique de tous les composants qui constitueront les interfaces et on les déduit de cette maquette de page d'accueil. Et après, selon les cas, on fait quelques wireframes, on essaye de les faire au crayon sur du papier, parce que c'est moins cher, et c'est plus facilement modifiable. On essaye d'aller à l'économie, mais il n'y a pas de réponse universelle. Et comme les équipes sont à temps plein, selon la réaction du client par rapport aux ateliers qu'on peut faire, on va plus ou moins loin. Mais en tout cas, on encourage le client à ne pas nous demander de faire des wireframes pour faire des wireframes, parce que parce que ça lui coûte de l'argent. Enfin, s'il veut qu'on reprenne sa salle de bain, on le fait, on est payé au sprint. Mais en revanche, on lui dit non, ça coûte beaucoup d'argent, c'est un investissement, on a des objectifs business à atteindre, ne faisons pas de wireframe, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai truc à inventer là-dessus. Ça bouge beaucoup sur comment faire du Scrum en intégrant du design et du code. C'est un vrai enjeu chez nous. Parce qu'on a tendance à faire du Scrum une fois que les maquettes sont faites. Mais pour nous, une fois que les maquettes sont faites, soit on dit que l'UX n'a aucun intérêt et qu'effectivement on peut faire du Scrum que sur du code, soit on considère que code et design doivent itérer et que les codeurs sont d'excellents designers. Ils ont une culture des librairies front, ils ont des choses à dire sur les parcours, etc., des solutions à proposer. Donc j'ai malheureusement pas de réponse universelle, mais en tout cas on fait le minimum. Je résume, on fait une maquette de page d'accueil, un style guide, et après on sketch avec des crowbars. Voilà. On encourage énormément la culture papier. J'étais contre le papier il y a quelques années. Je voulais tout faire en ligne pour partager virtuellement, machin. Et maintenant, les salles de Scrum chez Bezaka, ça ressemble à des chambres d'adolescents. C'est-à-dire qu'il y a des trucs partout. Et plus c'est le bordel, je trouve plus c'est bon signe. Dans une certaine limite. Voilà. Moi, je me posais une question. Tout à l'heure, tu parlais des équipes qui sont organisées produits ou projets. Chez Bouzaka, en fait, vous avez des bureaux organisés par équipe projet pour un client, ce que moi j'appellerais peut-être une client team. Mais ce qui est intéressant dans ton discours, c'est que tu dis ils sont organisés en start-up. Donc moi, si tu pouvais en dire un peu plus, parce que moi, je vois à peu près, j'ai ma vision de la client team qui malheureusement n'est pas à taille humaine ou pas, qui est Scrum, mais pas forcément à taille humaine et qui est compliquée parce qu'il y a une hiérarchisation autour qui vient créer de la complexité en fait, au sein de cette mini-organisation dans l'organisation. Et j'aimerais savoir comment vous arrivez à rester dans cet esprit start-up et alors, je ne sais pas, peut-être en termes d'autonomie ou je ne sais pas comment vous organisez, mais ça m'intéressait que tu nous en dises un peu plus en fait. En fait, tes client rooms, c'est parce qu'elles sont trop petites, ça que tu... Enfin, il y a plusieurs pièces. Ah oui, d'accord, c'est des open space avec des coins. En gros, nous, on est dans le 9e arrondissement, on a des locaux plutôt haussmanniens, donc c'est un peu le hasard qui fait qu'on a 2 open space, pardon, et des pièces qui font entre 15 et 20 mètres carrés. Et 4 pièces. Et donc, c'est ces pièces-là qu'on utilise pour faire du Scrum aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces pièces? On trouve... en fait, on a un peu réenvisagé la manière dont on avait aménagé les locaux. Donc, on a des unités de travail, si tu veux, qui sont une table, un deuxième écran, chacun un PC portable.
et un tableau blanc pour faire le burn down chart, un grand écran ou un barco pour faire la revue de sprint. Et c'est tout. Je ne sais pas si ça répond vraiment. Et après, c'est des murs blancs sur lesquels on colle. Ah oui, oui. Oui, ok. En termes de management, alors j'ai une responsable des opérations qui gère la planification et qui sait quelle personne est dans quelle pièce pendant combien de sprints et qui sait à quel sprint on est dans chaque pièce. Et en fin de... Donc enfin, chez Bezaka, il n'y a aucun management. Moi, j'ai un directeur technique qui a l'équipe technique, l'équipe de réalisation en management. Moi, j'ai cette personne-là, plus responsable d'opération, plus du newbies, sous ma direction. Et après, c'est complètement plat. Il n'y a aucun management. Mais chaque pièce vit sa vie comme une petite start-up, mais il n'y a pas de tâches administratives gérées dans chaque pièce. Tu vois, c'est vraiment, nous, les projets, en gros, c'est des projets qui durent entre 6 et 12 semaines. Donc c'est très court. Voilà. Ça ressemble plutôt à une pièce un peu de hackathon qu'à une start-up en tant que telle où il y a un responsable administratif et tout. Non, c'est pas du tout ça, quoi. Voilà. La rotation entre les équipes? Ouais, ça bouge. En fait, on s'est jeté là-dedans avec ces questions-là. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on finit un projet puis on commence un autre? Est-ce que les designers sont libres à ce moment-là pour partir? Est-ce qu'il ne va pas y avoir du mi-temps qui va se réinstaurer entre les salles de Scrum, etc. Et donc, il y a une vraie science de la planification qu'on est en train de mettre en place avec ma responsable d'opération. Et il se trouve que ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'il y a une certaine stabilité. Sur une équipe de 4 personnes, il y en a 3 qui vont être vraiment à temps plein et généralement, c'est le designer qui va être là plutôt au début. Parce qu'effectivement, la phase de début, on va parler beaucoup des personas, des parcours, etc. Et à la fin, on va s'atteler plutôt au bac. Et donc là, il y aura moins besoin des designers. Mais je sais pas, je lance un chiffre comme ça, je dirais 75% de stabilité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que c'est assez stable. Et évidemment, il y a plein de dérogations au Scrum. C'est-à-dire qu'on, malheureusement, on ne peut pas être à 100% dans le Scrum parce qu'il y a cette notion de client-fournisseur. Voilà, il y a certains moments d'entreprise qu'on ne fait pas avec nos clients. Mais on essaye d'aller vraiment dans cette grande transparence. Mais c'est vrai, ce qui est marrant, c'est qu'on voit régulièrement, je vois mes designers avec leur énorme écran Mac passer d'une pièce à l'autre. Donc il y a un côté rigolo, c'est-à-dire qu'ils savent, le vendredi soir, en fin de sprint, il y a un balai des trucs, je ne sais pas où est chaque personne, quoi. Je découvre, tiens Thomas, t'es là cette semaine? Bah ouais, je suis sur machin. En fait, ils ont complètement... admis le fait que leur bureau était complètement mobile. Et puis ça n'a aucune importance. En fait, ils vivent des aventures en équipe, dans des pièces, pour des clients, quoi. C'est où? Je peux vous demander de passer le micro. Donc moi, vous avez dit un truc qui m'a pas mal interpellée, c'est que vous avez laissé tomber l'idée du proxy product owner. Parce qu'il y avait un travers, comme quoi le client tombait tout de suite dans un cycle en V, etc. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je viens de faire un projet, je suis Scrum Master, où on avait un proxy product owner chez nous, et puis des product owners différents chez le client. Et donc finalement, tout se faisait avec notre product owner. Nous, en tout cas, l'équipe, on avait des interactions surtout avec notre proxy product owner, qui construisait le backlog, qui faisait la recette, qui faisait tout ça. Et du coup, moi, j'ai une question. Comment vous organisez pour justement qu'il n'y ait pas ce proxy product owner? Il y a quand même toute une éducation du client à faire. Il faut qu'il soit très disponible. Est-ce qu'il est présent pour le sprint planning? Est-ce qu'il est toujours disponible pour pouvoir répondre aux questions de l'équipe? C'est quand même une organisation qui est assez lourde. Est-ce que vous avez des coachs qui vont les aider? Enfin, voilà, comment vous mettez ça en place? Donc la question du product owner proxy, c'est une très bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que le client, quand il y avait un proxy, il avait tendance en fait, ça a responsabilisé les équipes et le client. Le client parce qu'il se reposait sur le product owner proxy pour faire son boulot de product owner, et que par ailleurs lui-même ne comprenait pas, parce que pour tous nos clients, c'est très nouveau tout ça, hein, donc ils n'ont pas encore des réflexes. Et ça a responsabilisé l'équipe parce qu'elle voyait dans ce product owner proxy
le point de contact unique avec le client, la personne qui doit un peu tout faire. Puis finalement, nous, on n'a pas, on avait un peu mélangé ça avec Scrum Master. Alors, ne hurlez pas, on sait que c'est pas bien. Et du coup, on s'est dit il y a quelques mois qu'il fallait que ce qui était les Product Owner Proxy fassent exactement le même job, mais qu'on renomme. C'est vraiment une question d'appellation, coach agile. Parce que dans Product Owner, il y a le mot owner. Ça sous-entend que nous, en tant que prestataire, on a une certaine responsabilité dans le backlog. Et en fait, on refuse ça. On refuse complètement d'être responsable du backlog. En revanche, on s'engage à être les meilleurs coachs, à tout faire pour faire le meilleur produit, parce qu'on a d'excellents designers, d'excellents codeurs. Ça, c'est notre job. En revanche, si le client s'attend à ce qu'on partage une responsabilité sur son backlog, c'est qu'on trouve qu'intellectuellement, c'est un peu bizarre, quoi, parce que ça veut dire qu'il est pas sûr de son coup, il va vouloir nous taper dessus à la fin, on va re-rentrer dans une relation un peu au forfait, etc. Et du coup, alors comment on fait? On a 2 réponses là-dessus. Alors déjà, ça se passe bien, on n'est pas des brutes, hein. On commence par une phase de cadrage. Ne hurlez pas, je sais que ça n'existe pas en Scrum. Mais il se trouve que ça existe chez nous parce qu'on est pragmatique avant d'être Scrum. Généralement, quand on gagne un projet, on fait une première réunion de kick-off, on envoie au client une checklist, 40 points de contrôle. On lui dit on t'attend là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et une fois qu'on aura ça, on pourra faire du Scrum. Parce que le client sait qu'on va faire du Scrum, parce que c'est notre proposition de valeur. Donc on remplit déjà quelques critères. On dit voilà, on est à 25% de maturité. En revanche, on ne peut pas lancer les sprints, sinon on va directement dans le mur. Et donc il y a une phase ensuite de cadrage qui dure et qui est déjà sous forme de sprint en fait. C'est des sprints de cadrage pendant lesquels on crée pas du tout le produit. Donc il y a la fameuse page d'accueil, mais c'est le seul acte de design qu'on fait. Il n'y a pas de code. En revanche, il y a énormément d'ateliers. Qui sont les cibles? Quel est le business? Quel est l'organigramme? Quelle est la situation de la société? Quels sont leurs concurrents? Et on passe vraiment du temps à tout comprendre pour rassurer le client. Et en parallèle de ça, on le forme. On s'est fait un petit set de slides de formation à l'agilité. Et on dit au client, tu vas être product owner. Et on propose même la certif, en fait. Enfin, de lui payer le code pour qu'il passe certif product owner. Et une fois qu'on a ça, on signe ce qu'on appelle un pacte d'agilité qui a lieu le dernier vendredi avant le premier lundi des sprints Scrum, quoi. Et du coup, en fait, c'est beaucoup de cosmétiques parce que finalement, c'est complètement du product owner proxy. On est évidemment à sa disposition, etc. Mais le fait qu'il y ait le mot owner, moi, ça me choque en fait parce enfin, ça me choque pas, mais ça déresponsabilise, quoi. Donc en résumé, et après, il y a évidemment un coach agile qui est ni un Scrum Master ni un Product Owner Proxy, qui est là pour en permanence dire au client si tu veux que je t'aide sur ton backlog, on le fait. Donc c'est le même quotidien qu'un Product Owner Proxy, enfin ce que nous on faisait en PO Proxy, mais la différence c'est que plutôt que de dire au client voilà j'ai fait ton backlog, qu'est-ce que tu en penses, c'est on dit au client je suis à ta dispo, on va faire le backlog ensemble. Et si le client dit j'ai pas le temps, etc., on dit waouh, ça c'est un peu bizarre, quoi, parce que tu es quand même product owner. Donc il faut que tu t'investisses dans ton backlog. Et c'est un discours qui passe assez bien parce que au début, le client se dit le backlog c'est un truc très technique, vos trucs de geek, de start-up, moi j'ai autre chose à faire qu'à rigoler. Et on lui explique que c'est des cibles, c'est des parcours, des user stories, et généralement ça se passe bien. Donc 2 réponses, c'est cadrage et coach agile, avec un discours plutôt passif. C'est-à-dire, je suis à ta disposition, toi, PO, pour faire quelque chose. Mais le quotidien est le même. Il y avait une question. Alors, ouais. Les utilisateurs finaux? Oui. Alors, on s'y intéresse. Généralement, nos clients, ils ont des études des publics, ils ont déjà fait ce travail d'études des utilisateurs finaux. Donc, soit par exemple, dans la culture, il y a des directions des publics qui ont une connaissance assez fine de leurs users. Dans ces cas-là, on récupère la matière dans la phase de cadrage et on se l'approprie. Et on essaye de les faire venir en stakeholder, 2-3 utilisateurs en stakeholder lors des revues de sprint, pour qu'ils puissent réagir. Alors, on ne le fait pas très souvent. Voilà. Et s'il n'y a pas d'études des publics, on recommande de faire des ateliers en faisant venir des personas. Voilà. Donc, par exemple, on travaille pour un très gros assureur en ce moment sur un projet intranet et on fait des ateliers avec 20 personnes qui représentent une des 4 cibles. Donc on fait des ateliers avec 20 et on en fait 4, 5 comme ça. Ouais. Ah, il y avait une autre question là. Alors, c'est là. Ouais. Je prends une dernière question. Battez-vous. C'est qui en premier? Bon, désolé. On pourra parler après.
comment vous gérez l'intercontrat, en fait, dans ce cas-là? Pour les équipes, l'intercontrat, en fait, on a ce qu'on appelle la piscine. La piscine, c'est là où les personnes qui ne sont pas staffées dans les pièces Scrum viennent. Et quand ma responsable d'opération les voit, elle les prend et puis elle les fout dans une pièce Scrum en envoyant un devis au client, en gros. Non, en gros, il n'y a pas trop... C'est un peu brutal. Non, mais en gros, il n'y a pas d'intercontrat. Il y en a très peu. Et s'il y en a, on fait du Kanban. En fait, on débug les sites. Voilà. Et on dit aux personnes de plutôt rester au contact dans les salles de Scrum, quitte à passer une demi-journée à faire un peu de debug pour un autre client. Voilà. Mais on encourage vraiment les équipes à rester entre elles. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer des mails.